Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans l'œil 2. Aujourd'hui nous sommes en présence de Madame Faty Dieng ainsi que de Madame Lobé Ndiaye. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous sommes également aujourd'hui en présence des élèves de l'établissement ENCO que nous remercions de leur présence, qui profitent de cette 17e édition du Foire du Livre ici à Dakar pour venir faire quelques achats, n'est-ce pas? Bonjour Madame Faty Dieng. Alors, c'est votre premier ouvrage, Chambre 7. Alors, merci beaucoup d'être là. Je vais très brièvement faire une biographie de votre livre et de vous-même, puis ensuite nous aurons peut-être l'occasion de parler un peu plus de l'ouvrage. Alors, Madame Faty Dieng est née à Touba, capitale du mouridisme. Après des études coraniques, puis au sein de la maison d'éducation Mariam Abba de Gorée, elle s'inscrit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Sa première année validée, elle réussit un concours d'entrée au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, et elle en sort avec un diplôme spécialisé en journalisme. Aujourd'hui, vous exercez à la télévision TFM. Donc, Madame Dieng, j'ai lu votre ouvrage, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, félicitations. Merci. Mais j'avoue que Chambre 7, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur ce titre, après avoir lu l'ouvrage, parce que je m'attendais à être plongé dans l'univers un peu carcéral. Donc je me suis dit, pourquoi Chambre 7? Alors, bonjour, avant de répondre à vos questions, bonjour tout le monde. Merci Hamidou de l'invitation. Merci également à la maison d'édition Harmattan au Sénégal. Alors, pour revenir un peu sur le titre de Chambre 7, quand on voit un peu la couverture de l'ouvrage, on sent nettement que c'est une cellule. Donc, quand on parle de Chambre 7, c'est la cellule 7 en fait. Donc l'histoire a commencé dans cette cellule. Pourquoi cette cellule? Parce que j'ai voulu faire cette rencontre entre deux personnes qui ont eu des environnements différents. Donc Khady Myriam, une journaliste influente, intellectuelle. Et de l'autre côté, Nogueï, qui a 20 ans et qui se retrouve en prison pour avoir commis l'avortement. Tout le monde sait que l'avortement est illégal au Sénégal. Absolument. Donc quand les deux femmes se rencontrent dans cette cellule, tout a commencé là. Parce que Khady, qui a été pointée du doigt durant toute sa vie, n'avait pas droit à la parole. Absolument. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc elle se livre, elle confesse pour la première fois dans cette cellule. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on voit la pochette du livre et lorsqu'on lit la 4e de couverture, on s'attend quand même à avoir des passages poignants sur les conditions de vie des détenus, notamment des femmes en prison. Or, j'ai été surpris de voir que ce n'était pas forcément le cas. Alors je me suis dit, est-ce que c'était la trajectoire du livre ou est-ce que vous n'avez pas voulu tomber dans ce piège de la protestation ou ne sait-on pas autre type de pensée de ce genre-là? Non, non, du tout. Du tout. Je comprends parfaitement votre question, mais comme je l'ai dit tantôt, je voulais, parce que quand on confesse, quand on parle dans un lieu comme ça, on a besoin d'une oreille attentive. Absolument. Évidemment. Donc quand on est dans une cellule assez peuplée, on peut ne pas avoir cette oreille attentive. Est-ce que vous avez compris un peu? Donc c'est pour cela que j'ai expliqué de façon très brièvement d'ailleurs, au début de l'ouvrage, j'ai voulu expliquer pourquoi dans cette prison, parce que c'est la prison de mon imagination, je le rappelle encore une fois. Donc dans cette prison, j'ai voulu que Nogueï et sa co-détenue passent ces années, toutes seules, pour pouvoir s'exprimer. Chacune d'elles dit ce qu'elle a dans le cœur. Donc, en fait, c'est ça l'idée. Je comprends un peu l'idée de chambre alors et non de cellule. Voilà. C'est vraiment cette intimité qu'elles ont à avoir. Je voulais ressortir cette intimité entre ces deux femmes. Parce que ce sont des femmes qui ont besoin, ces deux femmes avaient besoin de parler, voilà, de confesser, sortir ce qu'elles ont dans le cœur. Si on est par exemple 40, 50 personnes dans une cellule,
ce serait un peu difficile, un peu dur de parler parce qu'on ne voudrait pas que les autres entendent. Voilà, d'où le mot confession. Absolument. Et dans ce sens-là, on va dire que vous avez bien atteint cet objectif. Il y a une autre problématique qui est traitée dans le livre que je trouve très intéressante, c'est celle du viol. Alors, parce qu'il faut rappeler que l'héroïne, qui est Kadi Myriam Diop, est le fruit du péché. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas son père, elle est née hors mariage. Donc, elle va grandir dans un milieu familial très conflictuel, très difficile. Alors, j'ai l'impression que la première problématique était justement de dénoncer ça, en fait. C'est-à-dire cet usage extrême que peut avoir la famille à l'encontre d'une personne qui est née, par exemple, hors mariage. Des pratiques qui sont encore très présentes ici chez nous. Tout à fait. Et cette jeune femme, malheureusement, n'a rien demandé. Donc, elle est née hors mariage et ça, elle l'a compris très tôt. Parce que Khady n'a jamais connu une figure paternelle. Elle vivait avec sa grand-mère, elle vivait également avec son oncle, sa tante, ses cousines. Mais excusez-moi du terme, on l'appelait très souvent bâtarde. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui n'a pas de père. C'est une expression, tout le monde a un père. Qu'on appelle comment en langue sénégalaise déjà? Dombu Amoulbaye ou Dombu Ndialo. Qu'on entend parfois très souvent. Très souvent. Et cette Khady, elle n'a rien demandé. Donc on l'a rejetée un peu parce que la famille ne voyait pas en elle cet enfant qui a le droit de vivre, de grandir, d'être heureux. D'être heureux. Il voyait en Khady Myriam un péché. Un péché. Voilà, un péché et on l'a tout le temps maltraitée. Elle a vécu l'horreur dans un environnement familial. Quand on dit famille, il doit y avoir cette chaleur. Mais Khady n'a jamais connu cela, à part sa grand-mère qui la défendait tout le temps. Les autres ne la considéraient pas dans cette maison. Khady Myriam a été le fruit d'un viol, ce qu'elle a ignoré pendant 27 ans. Parce que sa propre mère ne voulait pas lui parler de cet épisode. Elle a vite trouvé un époux, elle a quitté la maison familiale, elle ne lui parlait pas, elle ne lui adressait pas la parole. Sa propre mère ne l'aimait pas du tout. Exactement. Donc elle a toujours voulu comprendre pourquoi on la détestait dans sa famille, alors que sa grand-mère lui répétait tout le temps « on ne déteste pas son sang ». On déteste pas son sang. Ce qu'elle ne comprend... Il fallait aller chercher pourquoi on la détestait. Oui. Et pendant tout l'ouvrage, elle va être un peu dans cette quête-là. Mais moi, ce que je veux savoir aussi, alors là, je m'adresse aussi à Madame Lobendia et également au public et aux femmes qui sont présentes ici, parce que, comme vous avez dit, elle va, pour se retrouver en prison, elle va commettre un acte que je ne vais pas décrire ici pour ne pas dévoiler l'intrigue. Mais vous, je vous pose la question, si vous vous retrouvez face à un violeur, notamment d'enfants, quelle serait votre réaction primaire? Alors là, ça s'adresse aussi au public. Quelle serait, parce que je connais la réaction de Kadi Diop, hein, mais vous, quelle serait votre réaction si vous vous retrouvez face à un violeur d'enfants? Peut-être que Lobé, Chérif ou les autres peuvent apporter une réponse. En tout cas, moi, je ne peux pas définir ce que je pourrais faire à un viol. C'est vrai, nul n'est... On est qui pour juger? On le dit souvent. Mais quelqu'un quand même qui viole un enfant, parfois la mort peut s'en suivre. Alors, ces personnes-là, comment la société les traite? C'est ça la véritable question. On voit un homme qui a peut-être plus de 40, 50 ans, qui viole une gamine de 15, 16 ans. Après, il va dire, la fille a été consentante. Les autres, par exemple, les membres de la famille de la fille vont te dire, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te viole? L'habillement est un langage. On te culpabilise. Exactement. On culpabilise la victime et le bourreau s'en sort indemne. Parfois, il fait une peine de 5 ans, parfois moins, et il va revenir à ses activités. Alors, la question qu'on se pose, cette fille, ou bien cette petite fille qui a été violée, quel sera son avenir? Quel sera son avenir et quelle serait même sa réaction face à son bourreau? Exactement. Donc maintenant, mon comportement face à un violeur, je laisse le public répondre à cette question. Il y a quelqu'un qui... D'accord. Bon, on va poser une question peut-être à une élève de ENCO, d'abord à Madame Lobé, peut-être. Bonjour Madame Lobé. Bonjour Amidou. Alors comme je disais, bonjour Fatih. Bonjour Lobé. Comme je disais, vous êtes l'auteur de ces deux magnifiques ouvrages. Alors on a Sirène de la nuit ainsi qu'Une perle en éclat, qui vient d'ailleurs de recevoir un prix au Bénin. Vous êtes sénégalo-béninoise. Alors est-ce que vous pouvez
faire une brève présentation pour que le public puisse un peu situer l'auteur que vous êtes. Merci Hamidou. Bonjour cher public. Bonjour à ma collègue Fatih. Bonjour Lobé. Je suis sénégalaise d'origine, je ne suis pas béninoise, mais la terre béninoise m'accueille depuis 20 ans environ. Je suis née à Linguère, je suis Djolof, je suis sénégalaise, mais aussi je suis le fruit d'un métissage. Je suis sénégalaise africaine. Donc je suis une fille de l'Afrique. J'ai publié 2 romans. Le premier s'intitule Sirène de la nuit en 2016 aux éditions Les Impliqués de Paris. Et le deuxième qui s'intitule Sirène de la nuit qui vient de remporter d'ailleurs le grand prix littéraire Dada Béhanzin du Bénin. Vous allez sans doute me poser la question qui est Dada Béhanzin. Dada Béhanzin fut un grand roi du Bénin qui a lutté contre la pénétration coloniale et qui a été exilé en Martinique pendant 12 ans. C'était un roi qui tenait vraiment, qui défendait les valeurs africaines. Il ne voulait pas du tout de la pénétration coloniale, c'est la raison pour laquelle il a été déporté. Concernant les thèmes que j'ai abordés, par exemple dans le roman Sirène de la nuit, j'ai évoqué le thème de la pauvreté, parce que de la pauvreté parce que le personnage Aminata est issu d'une classe sociale modeste, mais elle veut coûte que coûte accéder à une vie meilleure en voulant gravir les échelons. Et pour cela, elle a été victime, par exemple, elle a fréquenté un homme, Aladji Fati, un contremaître, qui malheureusement n'a pas pu avoir une vie heureuse avec Aladji Fati. Donc elle a eu 2 enfants et sa fille a été victime de l'inceste. Comme Fatih d'ailleurs, je développe des thèmes de ce genre pour inciter la jeunesse à lire. Parce que je me dis souvent que la jeunesse est l'avenir de la nation et elle doit être consciente des dangers et des méfaits de la société. J'ai évoqué aussi le thème de l'alcoolisme parce que son père, Aladji Fati, contremaître, est un alcoolique qui a commis l'inceste et qui finalement est devenu fou. Mais dans cette histoire sombre quand même, il y a de la lumière parce que le fils de Aminata, le personnage principal, Moulay, a pu sauver sa mère en laissant tomber les études, en allant chercher du travail à Fayeur. Et finalement, le professeur même de la fille qui a été victime de l'inceste a pu apporter de l'aide. C'est pour dire à quel point le thème de l'éducation aussi est important et que nous autres auteurs, on doit développer ce genre de thème pour inciter la jeunesse, surtout je parle de la jeunesse, à être prudente, surtout les garçons aussi bien les filles. Concernant le deuxième roman, Une perle en éclat, qui a été publié en 2017, j'ai évoqué le thème du métissage culturel parce que j'ai été influencée depuis le lycée Blaise Diagne, l'université, par le poète président Léopold Sédar Senghor et nous apprenions beaucoup ses ouvrages, Élégie majeure. On a appris beaucoup de l'enracinement et de l'ouverture. Et cet homme m'a beaucoup influencé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit comment aborder le thème du métissage à travers un roman. Il fallait choisir 2 prétextes, c'est-à-dire 2 personnages. L'un est marocain et l'autre est sénégalaise. Et ce couple a eu une fille métisse. Mais malheureusement, la belle-mère Fanta est exciseuse et elle a voulu exciser sa petite fille Alimatou. Alors qu'au Maroc, cette pratique n'existe pas. Ce qui a créé un choc culturel à travers le Kouf. Il a fallu que les femmes de Salija, les femmes du village, se regroupent pour dire non à l'excision, pour dire non aux exciseuses. Et la petite Alimatou est devenue une icône, elle est devenue un leader, elle a créé un cordon de Salija au Sénégal, au Maroc, à Marrakech, qui est surnommé la Terre Rouge. Je vais vous couper un peu pour pas que le public se perde un tout petit peu. Où est-ce que se passe généralement l'histoire? Parce que vous parlez de l'excision et c'est quand même un sujet qui est un peu différent selon les pays dans lesquels nous sommes. Donc est-ce que là l'histoire dont vous parlez
se passe intégralement au Maroc, dans un pays étranger, ou au Sénégal, ici? L'histoire se passe aussi bien au Maroc, au Sénégal. Donc l'histoire en fait à cheval sur deux pays. Sur deux pays. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup visité le Maroc, j'ai beaucoup visité l'Afrique, parce qu'au-delà du fait que je suis auteur, je suis également réalisatrice. Et en réalisant des documentaires, 26 courts-métrages à travers l'Afrique subsaharienne, j'ai pu fréquenter d'autres peuples, d'autres cultures, et j'ai vu de voir les différences culturelles. Et je me dis que c'est bien quand même que les lecteurs, le public, puissent quand même lire et découvrir d'autres modes de vie, d'autres façons de vivre, et également notre culture sénégalaise. Ce qui est interdit à l'étranger est encore pratiqué chez nous, malheureusement. En sortant un peu sur la toile, j'ai eu à avoir une note de lecture qui disait que votre ouvrage était aussi centré autour de l'eau. Alors je me suis dit, je vais voir l'auteur, je vais lui poser, alors en quoi l'eau intervient dans cet ouvrage? L'eau est un élément fondamental de la nature, Hamidou, n'est-ce pas? Et le personnage, un des personnages clés, Sadia, est une artiste plasticienne. Elle aime peindre au bord de la mer les matins, mais également elle est marocaine. Elle visite les menaras, les souks, etc. Et c'est une femme qui, à travers l'eau, se sent rassénérée. Au-delà du fait que sa fille soit excisée, dès qu'elle est au bord de la mer, elle est dans son élément naturel. Donc l'eau la berce, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le thème de l'eau pour aborder. D'accord. C'est vrai que vous avez parlé de l'inceste. Alors je vais demander à Madame Faty Dieng, parce qu'elle en parle, je ne l'ai pas justement dit, mais l'inceste fait vraiment partie de la thématique principale de l'ouvrage. Alors j'aurais aimé savoir, si vous le permettez bien, son avis concernant justement la thématique de l'inceste. D'accord. Alors, pour revenir un peu à Chambre 7, bien sûr, j'ai parlé de l'inceste et du viol. Pourquoi? Parce que tout simplement, Khady Myriam, l'héroïne du roman, est une fille incestueuse. Quand je parle de fille incestueuse, sa propre mère, pourquoi elle ne l'aimait pas? Il faut le dire, c'est parce qu'elle a été violée. Donc, sa mère ne voyait pas en elle, encore une fois, une fille, ou bien sa fille, mais le fruit d'un viol. Alors, donc, Khady Myriam, elle n'a jamais compris cette haine. Donc, c'est plus tard, à ses 27 ans, que sa mère lui raconte l'histoire. Pourquoi elle l'a détestée? Parce que sa mère a été violée. Mais violée par qui? Par un proche. Voilà. Son propre frère l'a violée à 16 ans. Elle était brillante. Elle était une fille qui aimait la vie. Alors son propre frère de même père et de même mère la viole. Et ce frère, Oncle Moussa, est devenu le bourreau de Khady Myriam. Elle ne voulait même pas voir cette fille, même en peinture. Il ne voulait, pardonnez-moi, il ne voulait pas voir Khady Myriam même en peinture. Parce que c'était sa fille, c'était sa nièce à la fois. Et ça, c'est très intéressant parce que comme on le voit en Afrique, le bourreau n'est jamais très loin. C'est-à-dire que c'est très souvent dans l'environnement familial que se trouvent très souvent les agresseurs, ceux qui font ce type de sévices. Effectivement, le bourreau, il n'est jamais loin, parfois. Donc, quand l'oncle, par exemple, viole le grand frère, autant pour moi, viole sa petite sœur, alors sa nièce devient sa fille. Et l'oncle, au lieu de soutenir Khady Myriam et de se repentir, il devient encore... Son bourreau, c'est lui qui va la persécuter. Violent. Il la persécute à la maison. C'est lui d'ailleurs qui a commencé à l'appeler bâtarde. Et il disait à sa mère, tu ne dois pas aimer Khady Myriam comme tu aimes tes autres petites filles, parce qu'elle, c'est le fruit d'un péché. Exactement. Alors que c'est lui le principal. Là, c'est lui le violeur. Je n'ai pas utilisé ce terme, mais c'est vraiment... Non, c'est un violeur et il était conscient. Donc à ses 27 ans, comme Khady Myriam avait un peu cette haine dans son cœur, elle ne comprenait pas. Donc elle est partie voir sa mère parce qu'elle voulait vraiment connaître son histoire. Et sa mère, elle s'est dit peut-être que Khady, aujourd'hui, elle est majeure, c'est une femme mature et mûre qui peut comprendre son histoire. Mais quand sa mère lui a raconté cette histoire... Ce qui s'est passé, après on ne va pas le dévoiler, comme quoi certains secrets vaut mieux qu'ils demeurent éternellement enfuis et cachés. Comme on dit chez nous, toute vérité n'est pas bonne à dire. Exactement, on va essayer de survoler un peu les deux ouvrages. Alors j'ai une question pour toutes les deux.
depuis l'arrivée de l'Harmattan au Sénégal, on va dire il y a quelques années ici à Dakar, on voit qu'il y a une certaine explosion, une certaine éclosion des écrivains. Il y en a de plus en plus. Avant, on avait beaucoup d'écrivains hommes, masculins, mais depuis, on va dire, l'arrivée un peu de l'Harmattan au Sénégal, on a vu qu'il y avait beaucoup de talents, beaucoup de femmes qui écrivaient. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ces femmes ont toujours été là ou est-ce qu'il y a une certaine promotion, une certaine tendance qui a permis à ces femmes-là, finalement, de se mettre à la littérature et d'écrire finalement de très beaux ouvrages comme celui de Faty Dieng qui vient juste de sortir? Je pense que les femmes ont toujours été là parce que dans la société africaine, la femme est mère, elle est épouse, la femme éduque, la femme est au cœur des problématiques et les stratégies de lutte. La femme, on a eu des femmes amazones, on a eu des femmes reines en Afrique. C'est pour dire à quel point la place de la femme est importante. Maintenant, la femme a toujours été là. Nous avons des doyennes comme Tata Aminata Sow Fall, Tata Ken Bougoul, Tata André-Marie Diagne Bonannée. Mais maintenant, ce que j'ai vu à travers l'Harmattan, c'est qu'il y a une promotion de l'écriture féminine. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on peut aborder. Parce que nous sommes là et nous avons notre voix, nous avons notre combat à mener. Et il faut qu'on s'exprime. Il ne faut pas qu'on laisse les autres s'exprimer à notre place. Je pense que nous avons un rôle à jouer dans la société et qu'on doit être là au cœur de la littérature pour en parler. Et on voit d'ailleurs, moi j'entends par exemple, parfois certaines personnes me disent que les auteurs africains, notamment au Sénégal, ne font pas beaucoup de fiction. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'ils se sont longtemps tus et qu'on n'a pas eu longtemps à écrire que finalement, là maintenant qu'on a la possibilité de le faire, on se concentre principalement vraiment sur les thématiques de société. Avant de penser à écrire des œuvres de fiction, il faut éduquer la jeunesse. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Très rapidement, Madame Faty Dieng, on va être à court de temps. Quel message lancez-vous à ces jeunes élèves, à ces enfants, à ces femmes, ces filles qui sont amenées à être des grandes femmes? Quel message leur lancez-vous concernant justement la littérature et le travail que vous êtes en train de faire? À cette jeunesse, je dis simplement qu'il faut lire, se réconcilier avec la lecture. C'est très important. C'est vrai que les technologies de l'information et de la communication, les TIC sont là et tout, mais il faudrait se réconcilier avec cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nourrit, ça nous nourrit, ça apporte en plus la lecture. C'est vrai, je l'ai dit tantôt. Donc il faut lire pour comprendre beaucoup de choses, lire pour sa propre culture générale, mais aussi lire pour se faire une idée de ce qui se passe dans le monde. Les réseaux sociaux sont là. Le livre électronique, moi j'aime beaucoup la version électronique, mais le livre traditionnel, il n'y a rien de tel. Donc lire pour comprendre toutes ces histoires et puis aussi essayer un peu de se mettre à la place de toutes ces personnes. Absolument, voilà. Surtout que maintenant se faire publier, ce n'est plus autant difficile qu'avant. Je vais finir par vous, Madame Lobé Ndiaye. Alors quelques mots sur cette 17e édition de la Foire du Livre ici à Dakar. Quelles sont vos impressions et surtout quelle était cette expérience de pouvoir rencontrer des jeunes lecteurs ou des lecteurs, de pouvoir échanger avec eux? Oui. Avant tout, je veux juste revenir sur la lecture. Ma grand-mère me disait souvent que le savoir est dans le livre. Le premier mot de Djibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était « Iqra bismi rabbika ». Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Donc, vous voyez à quel point le livre est au cœur de la connaissance. Je pense que les élèves doivent lire. J'aime beaucoup les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais moi, quand je suis en contact avec la version du papier, je suis à l'aise. Je suis d'ailleurs plus à l'aise que quand je lis un livre du point de vue électronique. C'est ma deuxième participation à la foire du livre. L'année dernière, j'ai participé. Cette année aussi, j'ai participé. Je pense que c'est un creuset, c'est un lieu de métissage, c'est un lieu de brassage entre le lecteur, l'auteur, l'écrivain, l'éditeur, les journalistes qui nous accueillent. Exactement. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous parlez du prophète. Il y a une de ses citations préférées que j'adore, c'est qu'il nous a dit l'encre des écrivains est plus précieux que le sang des martyrs, ce qui montre une fois de plus que la connaissance est beaucoup plus importante que la violence ou les combats qu'on peut mener.
par ou à travers la violence. En tout cas, merci beaucoup toutes les deux d'avoir répondu présent à cette invitation. 2 ouvrages que je recommande beaucoup parce que celui-là je l'ai terminé et le deuxième je suis en train de le lire. C'est vraiment 2 belles écritures, 2 belles plumes et vraiment c'est vraiment à féliciter. Merci beaucoup à chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission et bien évidemment je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Dans l'œil 2.